Et hey, donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est Darkoz pour le chapitre numéro 79 de Boruto. Mais avant de commencer, il faut dire quelques vérités sur mon sujet et sur l'œuvre Boruto, sur mes vidéos, sur mes reviews, sur mes théories. Parce que, ouais, je suis un peu en avance parfois, on va pas se mentir. Parce que, rappelez-vous, je suis tellement dans le futur que le mois dernier, j'ai dit ça. Et concernant la relation de Kawaki et de Hada, je pense très clairement qu'on nous mène sur une fausse direction. C'est-à-dire que pour l'instant, Kawaki s'en fout de Hada, mais je pense qu'il aura besoin d'elle à un moment donné durant sa fuite, puisque là, comprenez-le d'une manière ou d'une autre, tout le monde chasse Kawaki à Konoha, tout le monde veut tuer Kawaki, il est devenu l'ennemi public numéro 1, et Hada, à côté, possède encore une capacité secrète, une technique secrète qu'elle n'a pas encore dévoilée. Elle l'avait dit à Code dans un ancien chapitre. Je pense donc très clairement que Kawaki aura besoin de Hada durant sa fuite pour, je pense, retourner complètement la situation, quitte à se faire passer pour un héros. Et pour aller encore plus loin dans le fait que je suis un monstre de la théorie, le 23 octobre 2018, pendant une vidéo, eh bien j'ai dit ça, c'était il y a bientôt 5 ans. Pourquoi avez-vous choisi de commencer en montrant Boruto adulte, avant de dérouler même son histoire sous la forme d'un flashback? Cette scène d'ouverture était une idée de Kishimoto-san. Nous nous sommes dit qu'il fallait un autre commencement que le film, qu'il fallait quelque chose avec plus d'impact, et nous sommes parvenus à cette forme-là. Mais cela s'est décidé très rapidement, et je n'avais pas de design pour le personnage adulte, donc je n'ai pas eu le loisir de mûrir l'idée. Du coup, quand cette scène réapparaîtra, peut-être que le design de Boruto aura légèrement changé. Mais surtout et avant tout, avec cette scène, il ne faut pas se fier aux apparences. Comment ça? Ne pas se fier aux apparences? Kawaki est le seul et unique personnage sur le moment qui est lié à la destruction de Konoha. C'est stupide, Boruto défendra le village, comme ses prédécesseurs. Ce genre d'interviews sont vraiment des conneries. Je vais te faire rejoindre le Nonadaime, Boruto. Et au final, s'il ne fallait vraiment pas se fier aux apparences, le bien serait alors le mal et inversement. Boruto sera devenu un Ukenin et servirait une cause bien sombre, alors que Kawaki, lui, voudrait faire en sorte qu'il retrouve son père, peu importe où il est. Naruto n'est sûrement pas encore mort. Je vois, il semble avoir un destin plutôt intéressant. Tu as fortement hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Tu n'es pas capable de prédire ton propre destin. Moi, je le vois très clairement. Ton destin, prépare-toi. Tes yeux bleus un jour te déposséderont de tout. Déposséder de tout, d'une intégralité, tout ce que Boruto possède aujourd'hui. Il le perdra dans le futur, ses amis, sa famille, son village. Mais où ira Boruto? Rejoindra-t-il Kara? Tout se dessine aujourd'hui. Les indices sont présents. Au final, Boruto est un grand puzzle. Nous devons juste rassembler les pièces ensemble et maintenant. Bien sûr, on dira pas que Imawari et Daimon allaient se rencontrer, et que tout ça j'avais deviné, et on parlera pas non plus que 2 ans avant que ça arrive, j'expliquais que Code avait un Kama, et tout le monde me disait non mais Darkoz, arrête, Code c'est un random, on le verra jamais, non 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 non, Code il a pas de Kama, incroyable. Incroyable. Vous voyez la scène quand Eren murmure des choses à son père? Eh bien, je pense qu'il y a le même délire avec moi. Je pense qu'il y a un Darkoz du futur qui doit me parler quelque part pour que je vois des choses. C'est une dinguerie. Bref, review. La bipolarité du garçon, j'ai changé d'avis vite fait. Enfin bref, c'est parti. Et si Kawaki devenait le successeur de Naruto Uzumaki, quitte à devenir le 8e Hokage, quitte à devenir le meilleur candidat à ce poste? Et si Boruto Uzumaki, quant à lui, prenait complètement la place de Kawaki, quitte à rejoindre l'organisation Kara? Ça va partir très loin, mais c'est fortement possible. Je l'ai déjà dit, mais bienvenue dans la review, l'analyse, la critique du plus grand chapitre pour l'instant de l'histoire Boruto. Mais avant de commencer, on va refaire un rapide contexte du chapitre et vous expliquer du coup ce qui s'est passé. Et ouais, c'est incroyable, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Du coup, le chapitre commence où les plus grands shinobi de Konoha partent en direction de Kawaki, ils partent à la poursuite de Kawaki. Et c'est rarement vu dans l'œuvre Boruto pour l'instant de voir
Konohamaru, Sasuke, Shikamaru, Mitsuki. En fait, tout le monde part à la poursuite d'un gars. Et je trouve ça hallucinant, c'est que même quand il y avait le souci Jigen, même quand il y avait le souci Delta, Momoshiki et j'en passe, il y avait 2 gars qui se bougeaient. Mais là, il y a réellement tout Konoha qui est en train de courser un gamin. Et ça me fait kiffer. Je trouve ça incroyable. Voir Sasuke et Konohamaru sur les mêmes pages en train de courser quelqu'un. C'est con, mais ça m'a fait kiffer de voir Sasuke et Konohamaru ensemble, quoi. Je kiffe. Mitsuki, quant à lui, va également partir à la recherche de Kawaki, et Mitsuki a la rage. Mitsuki a complètement la haine, et il part lui aussi donc à la poursuite de Kawaki afin de le tuer, et Boruto, lui, reste un peu en retrait avec Sarada, mais il s'inquiète pour son ami, donc il demande à Sarada Uchiha de partir avec Mitsuki, puisqu'il s'inquiète pour Mitsuki, il a peur qu'il lui arrive quelque chose, donc Boruto demande à Sarada de partir en direction de Mitsuki, afin de le protéger s'il y avait un souci. On a une scène de Kawaki que j'aime beaucoup, c'est un Kawaki qui devient impuissant, qui perd trop de chakra, et il ne peut plus utiliser Sukuna Ikona. Du coup, il reprend sa taille réelle, et il réapparaît dans les buissons du village de Konoha ou des alentours. Et là, tous les Chunin commencent à repérer son chakra puisqu'il est réapparu. Il est revisible, on va dire. Donc Kawaki commence à galérer pour la fuite et on voit sur des cases qu'il commence à paniquer. Il est là à se cacher derrière des buissons, derrière des arbres, et on ne sait pas trop s'il y a du regret ou pas, mais Kawaki commence à avoir froid dans le dos. Il se dit que là la situation devient plus que dangereuse, et il est, en plus, je viens de le dire, hein, mais il n'a plus de chakra. Il se cache, il est à bout. Néanmoins, il y a Ada qui repère Kawaki grâce à son dojutsu, et elle part en direction de Kawaki en laissant Daimon en retrait. C'est également intéressant de voir que la fratrie Daimon Ada est très puissante, très cool. Par contre, elle n'hésite pas à laisser son frère pour Kawaki. Là, elle a clairement laissé Daimon en retrait, alors qu'ils s'aiment énormément. Là, Daimon avait beau lui parler, elle était aveuglée par le cas Kawaki, et elle est clairement partie en direction du fils de Naruto. Ouais. D'ailleurs, le fait que Daimon parte à la poursuite de Ada pourrait également signifier qu'il arriverait avec Ada et Kawaki sûrement au prochain chapitre. À moins que ce soit fait exprès, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le fait de séparer Ada et Daimon, c'est prévu depuis bien longtemps, puisque Shikamaru et les autres parlaient bel et bien du fait de séparer Daimon des autres personnes, puisque pour utiliser son pouvoir, pour refléter ses attaques, il doit toucher quelqu'un. C'est pour ça que Daimon est toujours avec Ada. Et là, pour l'une des rares fois, Ada et Daimon viennent de se séparer. Daimon est probablement à plusieurs kilomètres de sa sœur. Donc, si quelqu'un vient à attaquer Daimon, admettons Code ou Jubi ou bien Kashinkoji, admettons, il aura du mal à refléter les attaques puisque sa sœur ne sera pas à côté. Il n'aura pas quelqu'un à toucher. Donc je pense très clairement que le fait que Ada soit partie sur Daimon, c'est fait exprès, c'est fait pour canaliser un peu les prochaines attaques de Daimon et avoir un combat plus facile contre lui pour un personnage complètement random ou non d'ailleurs. Concernant Kawaki et Ada, je vais la faire très simple. On a un Kawaki qui craque complètement et autant je lui donnais raison lors des derniers chapitres en disant que il protège Naruto comme personne ne l'a jamais protégé, ça veut dire Naruto peut mourir à tout moment, il le met dans une dimension, il ne peut pas vieillir, pas mourir de faim. Il a vraiment protégé Naruto de la meilleure des manières. Autant là, Kawaki m'a mis un froid dans le dos quand il explique à Ada que il est en fait jaloux de Boruto Uzumaki et que la situation ne serait pas comme ça si Boruto Uzumaki n'existait pas en fait. Et je trouve ça terrifiant. Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, Kawaki est clairement en train de dire qu'il est jaloux de Boruto, il est jaloux de sa position en tant qu'enfant de Naruto, et tout ça ne suffit pas à Kawaki. Tout ça ne suffit pas à Kawaki, et on rejoint du coup ce que je dis depuis des mois et des mois. Cet arc de la prophétie, l'arc de Code également, parle de l'amour, du développement de l'amour. Là, on nous montre bel et bien que Kawaki aime trop, il a une vision de l'amour beaucoup trop forte. Et là, ça devient trop pervers, au point qu'il est en train de jalouser Boruto. Il aimerait prendre sa place, il aimerait être Boruto et que Boruto soit écarté de loin, quoi.
Et Kawaki souffre de cette vision du parasite. Il est vu comme le paria, il est vu comme la pièce rajoutée à Konoha. Il souffre et il a longuement souffert de ça à Konoha. Et là, il souhaite ce malheur à quelqu'un d'autre. Donc en fait, il a une jalousie très nulle, très malsaine, très perverse. Il souhaite du malheur à Boruto et il souhaite prendre sa place. Je trouve ça hallucinant. Il a trop mal tourné. Trop mal tourné. Ça me choque parce que je pensais pas qu'il arriverait dans de tels extrêmes. Ada du coup nous fait découvrir son nouveau pouvoir, sa capacité secrète, son pouvoir caché que je vais bien deviner en théorie lors des derniers mois. Et Ada va donc nous faire la capacité de réaliser un vœu, de réaliser un souhait, de réaliser un rêve et de pouvoir inverser, on va dire, deux vies ou d'inverser deux situations. Autrement dit, grâce à la technique secrète de Ada, elle va faire passer Boruto Uzumaki comme un enfant qui est arrivé récemment à Konoha et qui a été adopté par Naruto Uzumaki, et au contraire, Kawaki est désormais vu comme Kawaki Uzumaki, et tout le monde pense que en fait depuis le début il est l'enfant de Naruto. Donc c'est choquant, c'est bouleversant, et quand j'ai vu le chapitre et les spoils avec mon équipe, on n'y croyait pas tellement que c'est what the fuck, tellement que c'est renversant. Et il y a beaucoup de questions à se poser et on va commencer dès maintenant. Dans un premier temps, je me demande si elle peut réutiliser son dojutsu. Est-ce que ce pouvoir-là, elle peut le réutiliser ou est-ce que il était utilisable qu'une seule et unique fois? Il faut savoir également que ce chapitre-là, j'en parle, il n'est pas encore sorti. Là, je tourne la vidéo, on est le 16, donc j'ai les versions spoiler, j'ai la version anglaise. Je suis pas le meilleur en anglais, vous le savez, mais du coup, il y a beaucoup de questions à se poser. Et du coup, je me demande si le pouvoir secret de ses pupilles, ce pouvoir d'altérer la réalité, est réutilisable ou non. Les pouvoirs d'altérer la réalité existent déjà dans Naruto avec Izanagi et Izanami, et ces pouvoirs-là condamnent un dojutsu et ils rendent d'ailleurs l'utilisateur aveugle d'un œil à chaque fois. Donc, je me demande si ce pouvoir d'altérer la réalité n'aurait pas un effet similaire à Izanagi ou Izanami, puisque pour la première fois, Ada est vue avec des pupilles blanches, des pupilles opaques, et elle n'a plus le Senringan. Donc je me pose la question de est-ce que Ada a sacrifié son pouvoir pour Kawaki, ce qui est très fortement possible. On ne sait pas en fait. Pour l'instant, elle a les pupilles blanches, on dirait, et tant que son pouvoir se recharge, le Senringan réapparaîtra à un moment ou à un autre, peut-être comme Pain, qui lui avait un délai lors de ses attaques. Peut-être que c'est la même pour Ada, on ne sait pas trop, mais je trouverais pas ça trop déconnant non plus que elle a vraiment réalisé un vœu, elle a réalisé un souhait, elle a altéré la réalité, et pour cela, il y a un contre-coup, et elle perd la vue. Elle perd la vue ou bien elle perd son dojutsu, ce ne serait pas déconnant. Dans le sens où, s'il faut juste qu'elle se recharge, le pouvoir serait beaucoup trop cheaté, puisqu'en fait, elle pourrait utiliser la technique-là une fois par an, et c'est déjà trop, une fois par an. Donc c'est abusé. C'est beaucoup trop abusé pour l'instant. Ce pouvoir, il est incroyable. Abusé. Donc, il faut pas oublier que Amado est au courant de ce pouvoir-là depuis le début, et qu'encore une fois, il a mis au courant personne. Donc Amado est encore une fois de plus en plus chelou, puisque le Boog est au courant de ça. Il a conféré cette attaque à Ada, il a offert ce pouvoir à Ada, et il n'en parle pas. Il n'en parle à personne. C'est ça qui est extrêmement abusé. Secondement, Sarada n'est pas atteint par la technique, on dirait que Sumire ne l'est pas non plus, et je me demande si ce n'a pas un lien en fait avec les Otsutsuki, puisque Daimon n'est pas non plus affecté par l'attaque. Alors, Momoshiki expliquait à Boruto qu'il avait fortement hérité du potentiel et des gènes Otsutsuki. Donc je me demande si Himawari ne serait pas non plus affectée par l'attaque, et donc elle a la vraie vision de la réalité. Donc je pense qu'en fait, à travers cette attaque-là, elle n'est pas parfaite, et des personnes ont réussi à y échapper, comme Sumire je pense, Sarada, Boruto forcément,
Himawari. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, Naruto et Hinata ne sont plus dans la dimension actuelle. Donc, logiquement, ils n'ont pas été atteints par la technique puisqu'ils ne sont pas là. Et avec un peu de chance, Kashin Koji est dans une autre dimension comme le mont Myoboku probablement. Donc, peut-être qu'avec un peu de chance, Kashin Koji n'est pas non plus affecté par tout ça. Donc, c'est intéressant. En fait, on voit clairement que l'attaque entoure la planète. On voit clairement que tout le monde est atteint par la technique de Hada. Par contre, il faut réfléchir maintenant aux mondes parallèles, aux dimensions dans Naruto et dans Boruto. Et c'est vu comme étant des mondes parallèles. Donc logiquement, les personnes et un humain étant au mont Myoboku ne seraient pas atteints puisque c'est une sorte de dimension parallèle. Donc logiquement, Kashin Koji pourrait ne pas être atteint s'il est au mont Myoboku. Naruto et Hinata sont gelés quelque part, ils sont dans une autre dimension, donc ils ne seraient pas atteints non plus. Et je me demande aussi pour Code et les Jubi, puisqu'ils sont d'une manière ou d'une autre dans une autre dimension. C'est un endroit qui est seulement joignable via un dojutsu spatio-temporel, donc je me dis que c'est un peu vu comme une autre dimension. Donc je me demande si Code est atteint lui aussi, puisque le lieu où se trouve Jubi, logiquement, il n'est pas sur Terre, il est dans une dimension. Donc, il est possible que la technique d'Hada ait changé beaucoup la situation, mais par contre, que beaucoup y aient échappé, que ce soit Naruto, Hinata, Code, Bug, Kashin Koji, je pense Himawari parce qu'elle a déjà Nototsuki, Daimon, Boruto, Sumire, Sarada. Beaucoup ont échappé à tout ça. Mais en tout cas, voilà, on voit que la Terre entière est affectée par l'attaque. Donc Gaara, logiquement, va voir Boruto Uzumaki comme l'homme qui a tué son meilleur ami. J'ai d'ailleurs hâte de voir la réaction des autres Kage, puisque Gaara considère énormément Naruto. Et là, il vient d'apprendre que Boruto a tué Naruto. Donc là, Boruto, vous l'avez compris, il devient clairement l'ennemi public numéro 1. J'en ai pas parlé non plus lors des derniers mois, mais concernant Naruto et Hinata, je me demande s'il n'y a pas un retour possible en fin de compte grâce au mont Myoboku, grâce à l'invocation inversée, c'est-à-dire qu'une personne ou un crapaud du mont Myoboku pouvait invoquer Naruto. Donc Naruto était au mont Myoboku dans une sorte d'autre monde, et ils arrivaient grâce à un parchemin à téléporter Naruto dans notre monde à nous. Donc, je me demande si il n'y a pas une possibilité, je pense qu'elle ne sera jamais réalisée, je pense que l'auteur a un peu zappé tout ça, mais logiquement, il est probable que Gamakichi ou un autre crapaud puisse invoquer logiquement Naruto via l'invocation inversée. C'est une technique qui existe, et ce n'est pas impossible qu'elle puisse marcher, même si, encore une fois, je pense qu'ils vont passer à autre chose et qu'ils s'en foutent un tout petit peu. Donc voilà, la chose intéressante, c'est que Kawaki est vu comme le fils de l'Hokage, que l'Hokage est considéré actuellement comme mort, et c'est dit dans le chapitre, tout le monde pense que Naruto et Hinata sont morts, ils ne savent pas qu'ils ont été scellés, ils pensent clairement qu'ils sont morts. Du coup, Kawaki, actuellement, puisqu'il le voit en plus de ça comme étant Kawaki Uzumaki, il pense très clairement que Kawaki est l'héritier de Naruto Uzumaki. C'est pour ça du coup que je pars sur le délire un peu loin, mais qu'il ne serait pas improbable qu'un Shikamaru qui a dans la vraie vie la haine contre Kawaki, que Shikamaru dise à Kawaki, tu sais, ton père il est mort à cause de Boruto, du coup t'es le mieux placé pour défendre le village aujourd'hui, en plus tu es son fils et tout. Je sais pas pourquoi je vois bien le délire partir au plus loin et vraiment avoir au moins une personne qui proposera à Kawaki le poste d'Hokage vacant. Et ça ne m'étonnerait pas du tout, dans le sens où Kawaki est actuellement le plus puissant à Konoha, et en plus, il pense que c'est le fils de Naruto Uzumaki, le vrai enfant de Naruto, et ça m'étonnerait pas du tout qu'il propose le poste d'Hokage à Kawaki en mode « Frérot, t'es l'héritier de Naruto, t'es plus à même de nous défendre et tout, donc t'inquiète, t'as ce lien avec Boruto, c'est à toi de venger Konoha et tout, donc t'inquiète, on va tuer Boruto, et c'est toi le porteur de cette flamme maintenant. » Donc Kawaki, au minimum du minimum, il sera vu comme le héros de Konoha, et il pourrait être vu comme la flamme, la nouvelle flamme de Konoha, voire l'héritier de Naruto, voire même l'héritier au poste d'Hokage. Là où par contre Boruto, je viens de vous l'expliquer,
il pourrait du coup quitter Konoha. Je me demande si Sarada quittera pas Konoha non plus. Écriture ultra intéressante puisque Sarada n'est pas affecté par l'attaque et je pense pas que Sarada va laisser Boruto fuir tout seul. Elle est très fidèle envers Boruto, elle a fait donner sa vie il y a quelques semaines maintenant. Donc Sarada, je pense qu'elle quittera Konoha avec Boruto et c'est ultra intéressant dans le sens où Sarada souhaite devenir Hokage et protéger Konoha et Boruto souhaite être le bras gauche, le bras droit de Sarada pour la protéger et pour qu'elle devienne un jour Hokage. Donc Boruto et Sarada avaient vraiment une mission ensemble pour amener la fille de Sasuke à ce poste d'Hokage. Et aujourd'hui, il est possible que ces deux enfants-là doivent quitter Konoha et doivent devenir des renégats. Et ce serait quand même incroyable que Sarada, pour une raison différente certes, mais que Sarada prenne le même chemin que Itachi ou Sasuke en quittant elle aussi Konoha pour bien sûr essayer de revenir un jour venger Naruto, venger Hinata et ôter la vie de Kawaki. Mais, tout le monde le dit sur Twitter, je suis d'accord avec tout le monde, nous sommes très proches de voir un Boruto et Sarada quitter Konoha, et avec un peu de chance, on verra sûrement un Sarada avec un bandeau rayé. Je pense pas, mais allez, pourquoi pas, c'est possible. Mais voilà, pour moi, je ne pense pas que Sarada laissera Boruto partir tout seul. Là, c'est sûr qu'il va devenir Nukenin, c'est sûr qu'il va devenir vagabond, c'est sûr qu'il prendra la fuite. Et je le répète, c'est important, Sarada ne laissera pas Boruto partir tout seul, elle l'aime aujourd'hui, c'est montré. Sumire, elle, je pense qu'elle restera à Konoha pour prendre un peu soin de tout le monde, pour quand même garder une sorte d'équilibre. Je pense que Sumire restera là-bas. Maintenant, à voir si Himawari est affectée par l'attaque de Hada. Himawari, si elle n'est pas affectée, je pense qu'elle partira avec son frère. Si elle est affectée, on va avoir l'une des scènes les plus déchirantes de l'œuvre Boruto. Ça veut dire que Himawari risque de parler à Boruto très bientôt et dire « Putain, t'es même pas le vrai fils de mon père, en plus tu l'as tué, t'es un salaud. Oh là là, mon vrai frère Kawaki, heureusement qu'il est là, tu vois. » Donc ça va être horrible parce que Boruto aime énormément Himawari et là on a deux doigts d'avoir une scène où Himawari va dire à Boruto « Bah t'es pas mon frère, t'es un enculé et en plus t'as tué mes parents. » Donc ça va être une scène déchirante. Maintenant c'est 50-50. Soit Himawari est affectée, soit elle ne l'est pas. Après je pense qu'elle a fortement hérité des gènes Otsutsuki comme l'a dit Momoshiki concernant Boruto. Maintenant, à voir ce que vont faire les auteurs. Ce serait cool qu'elle parte de Konoha avec son frère. Ça pourrait être intéressant d'avoir les deux vrais enfants de Naruto qui partent de Konoha pour un jour revenir prendre leur vengeance. Ce serait cool. Et c'est le Darkos du futur qui vient vous parler alors qu'il est en plein montage, mais ça me fait également penser à quelque chose d'intéressant, c'est que Masashi Kishimoto, lorsqu'il écrivait Naruto, il avait créé plusieurs histoires avant d'arriver à celle que vous connaissez aujourd'hui. Dans l'une de ses premières versions, Minato Namikaze n'était pas un protagoniste, mais bel et bien un antagoniste. C'était réellement un Hokage qui était ténébreux, monstrueux, très sombre, et du coup, il dirigeait vraiment le village de Konoha en manipulant les villageois, les dirigeants. Il était un peu semblable à un Danzo. Le personnage de Naruto Uzumaki, quant à lui, devait quitter le village puisqu'il était chassé par ce fameux Hokage et revenir un jour plus fort pour reprendre le contrôle sur le village, le ramener à la paix et pouvoir du coup lui-même contrôler ce village en tant qu'Hokage gentil, lumineux et voilà, sauver le village de Konoha. Cette première ébauche du manga Naruto de l'époque qui est inconnue de beaucoup, où Naruto devait affronter Minato pour diriger ce village, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive vers ce genre de texte aujourd'hui, avec un Kawaki qui pourrait contrôler le village de Konoha, ou du moins avoir une place très importante dans cette hiérarchie, dans cette structure politique, et retrouver du coup un Boruto et Sarada qui reviendraient à Konoha pour vaincre Kawaki et ramener la paix dans ce village, et expliquer que depuis des années, ils sont en fait manipulés. Du coup, la deuxième théorie, c'est le fait que Boruto puisse rejoindre Kara à un moment donné, et l'alliance entre Code et Boruto existe aussi, cette théorie existe. Il n'est pas impossible que Boruto et Code fassent une alliance, puisque Code déteste au plus haut point Kawaki, et il souhaite tuer Kawaki. Il ne le faisait pas dans l'arc Code, parce qu'il travaillait avec Hada, et que Hada interdisait à Code de tuer Kawaki.
Aujourd'hui, plus rien n'empêche Code de tuer Kawaki, donc il pourra tuer ce personnage-là à tout moment. Et je pense que Code, là, aujourd'hui, il s'en fout. Il a un nouveau pouvoir, il a les Jubi, il veut tuer Kawaki et il est prêt à le faire. Boruto comprenait bien que là, aujourd'hui, il vient de se faire voler sa vie complètement par Kawaki. Il a tout donné à son frère, il a tout donné à Kawaki, et il vient de se faire voler sa vie. Il vient de se faire voler sa place, il n'est plus à Konoha, il a tout perdu à cause de cette situation-là. Donc, il n'est pas impossible que Code et Boruto fassent alliance contre Kawaki afin de l'éliminer. Il y a ce fameux proverbe que je vais très mal citer, c'est sûr et certain, mais comme quoi nos ennemis d'hier sont nos amis d'aujourd'hui, ou bien nos amis de nos amis sont nos ennemis, ou un truc du genre, t'as compris. Mais je pense que les ennemis d'hier, Code et Boruto, pourront finir alliés pour du coup affronter un ennemi commun, comme Kakashi et Obito qui se sont affrontés pendant des chapitres et des chapitres pour finir alliés face à Madara. Ce sera, je pense, le même délire, et je pense que Boruto qui abrite Momoshiki, il n'y aura pas mieux pour Code de se battre aux côtés d'un Otsutsuki face à un mec qui déteste. Enfin, pour Code, c'est l'une des meilleures situations. Code, aujourd'hui, tu lui dis, viens, fais alliance avec un Otsutsuki, Momoshiki, pour tuer le mec que tu détestes le plus au monde, Kawaki, le gars va y aller. Donc je pense que l'alliance entre Code et Boruto est fortement possible. Qui plus est, il y a un truc très important à ne pas oublier, c'est que Boruto est ami avec un membre de Kara dans l'animé, à voir si dans le manga ils vont la mettre ou pas, mais Boruto est ami avec le membre numéro 8 de Kara qui s'appelle Oga, c'est une Kunoichi, et dans l'animé il devient pote avec elle, et voilà, Boruto est ami avec un membre de Kara, un ex-membre de Kara. Du coup, bah voilà, je me dis que c'est pas non plus impossible que Boruto rejoigne Oga ou rejoigne Code. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. À voir s'ils prennent ce chemin-là. Et ce serait très cool à ce moment-là, du coup, que Kawaki soit l'héritier de l'Hokage et que Boruto doive rejoindre Kara. Genre, les situations vont complètement s'inverser. Et ce serait une dinguerie. Incroyable. Je pense également à une théorie depuis quelques jours, puisque Kawaki a volé la vie entière de Boruto, ses amis, ses professeurs, ses supérieurs, ses connaissances, sa famille surtout, ses parents, sa sœur, mais surtout un père. Et puisque Kawaki s'est accaparé cette chose-là, puisqu'il s'est accaparé la vie de Boruto Uzumaki, je ne trouverais pas déconnant que Boruto s'accapare lui aussi la vie de Kawaki, son passé, mais à 100%. C'est-à-dire que je trouverais très intéressant le fait que Boruto Uzumaki rencontre indirectement, sans le faire exprès, sans que ce soit voulu, le père de Kawaki dans un bar, dans une taverne, dans une situation juste minable, et que Boruto reconnaisse le chakra de son père qui ressemble du coup au chakra de Kawaki, et qu'ils comprennent que c'est à cause de cet homme-là que Kawaki est arrivé à cette vie médiocre, puisque bah oui, d'une manière ou d'une autre, le père de Kawaki est l'élément déclencheur de toute cette merde. On va pas se mentir, hein. Un peu quand même. Seconde théorie toute bête, mais je pense que Boruto va réussir à fuir le village de Konoha, et connaissant un peu l'écriture de Masashi Kishimoto, je vois bien Boruto partir en disant bah courage les gars, tenez bon, je reviendrai un jour vous sauver, je reviendrai un jour pour sauver votre cul d'une manière ou d'une autre. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que quand Boruto quittera le village de Konoha, c'est à ce moment-là que Code arrivera avec les Jubi et le village se fera raser. Et je pense que lorsque Boruto reviendra à Konoha quelques mois, quelques années plus tard pour se venger de Kawaki, pour reprendre le pouvoir sur ce village-là, je pense que Boruto aura face à lui un village de Konoha complètement détruit, un peu comme Naruto à l'époque de Pain qui revenait à Konoha sur des décombres. Je pense que ce sera la même et ça traumatisera encore plus le personnage de s'être dit « Allez les gars, je reviens, tenez bon », il va s'absenter et quand il reviendra, ils seront quasiment tous morts. Ce serait incroyable. En tout cas, tu l'as compris, actuellement, tout Konoha est en train de traquer Boruto Uzumaki. Et on a également un Mitsuki qui va à la rencontre de Boruto. Et Mitsuki passe en mode Sennin afin de tuer Boruto. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Première fois dans le manga qu'on voit le Mitsuki mode Sennin.
et il est prêt à tuer Boruto Uzumaki. Donc c'est incroyable. Même Mitsuki, hein, il voit Boruto comme son soleil depuis des années et des années. Et là, il est prêt à le buter, il est prêt à en finir. Et on voit que Sarada essaye de bloquer Mitsuki et tout pour que Boruto puisse s'enfuir. Et Mitsuki et Momoshiki parlent en même temps en disant bah voilà, hein, tu as tout perdu, tout est fini. Ça se déroule maintenant là, tu es en train de tout perdre à vitesse grand V. Et c'est incroyable, c'est que du kiff. On va vraiment avoir des chapitres tristes, poignants, bouleversants, touchants. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça va être très très fort, dans le sens où on a certaines images qui commencent à apparaître. Du coup, dans la vision, on vient de voir Mitsuki Sennin, on vient de voir les Junin qui cherchaient Kawaki, donc ça on a vu. Il nous manque la Team 10, et il nous manque la fameuse personne que Kawaki a tuée. On ne sait pas qui c'est pour l'instant, mais ça pourrait être Ada, ça pourrait être Daimon, ça pourrait être Mitsuki, ça pourrait être un peu tout le monde en fait. Un peu tout le monde. C'est très fort. Et j'ai complètement oublié de le dire encore une fois dans la vidéo, donc je le redis une nouvelle fois au montage. Mais dans la version japonaise du début de Boruto, quand Momoshiki pose le kama à Boruto Uzumaki, il dit bel et bien la phrase « Ses yeux bleus te déposséderont de tout ». Il ne dit pas « Tes yeux bleus te déposséderont de tout ». Dans la version française que nous, on a eu en animé ou en manga, Momoshiki parle des yeux de Boruto Uzumaki. Dans la version japonaise, c'est une autre traduction, puisqu'il parle bien de ses yeux, les yeux de quelqu'un. Donc, les gars, ça veut dire, en fin de compte, que ça fait 4-5 ans, voire plus, que Masashi Kishimoto avait prévu que Ada utiliserait un pouvoir secret afin de défaire Boruto de tout. Donc, il avait tout prévu. Il est balèze, le gars. Très balèze. En tout cas, voilà, Kawaki n'a plus besoin de fuir Konoha, puisque bah, là, tout le monde voit Kawaki comme étant le vrai enfant de Naruto. Je trouve ça vraiment trop bien. L'écriture est folle. Masashi Kishimoto vient de créer une masterclass. Je peux rien dire de plus. Vous l'avez vu, je critique Boruto quand c'est de la merde, je le dis quand c'est bien. Là, vraiment, c'est un 10 sur 10. Le chapitre est insane. Tout est intéressant. Les idées sont incroyables. Et même si j'avais fait la théorie de Ada et d'un pouvoir secret qui renverserait les situations, j'y croyais pas et c'est quand même arrivé. Je trouve ça insane, vraiment. Et du coup, le chapitre 1 et l'épisode 1 ont également une autre saveur, puisque si ma théorie est bonne et si Kawaki est vu comme l'héritier au poste d'Hokage, que Boruto rejoint l'organisation Kara, on pensait en fait à l'époque, en voyant le chapitre 1, on pensait que Boruto défendait Konoha, que Kawaki attaquait Konoha, mais en fait, ce serait l'inverse. Kawaki défend Konoha et Boruto attaque le village. Et en fait, on vient de comprendre tout ça ce mois-ci. Le chapitre 1 et l'épisode 1 est en train de nous mindfuck le cerveau. Et en fait, c'est l'inverse. Kawaki est probablement en train de défendre le village de son père. Et Boruto attaque le village de l'homme qui lui a tout volé dans sa vie. Donc c'est incroyable, là, Kawaki, il faut en finir parce qu'il part un peu trop loin, le garçon. Mais c'est l'aboutissement de son écriture. L'écriture est incroyable. Oui, ça devient un connard. Oui, ça devient le pire des salauds. Mais par contre, il faut l'avouer, son écriture est plus que bien faite. Et ça devient plus qu'insane. Donc voilà, j'ai fait plein de théories dans la vidéo. L'altération de la réalité, Izanagi, Izanami, le pouvoir de Ada, les personnes qui sont du coup touchées par cette technique-là, Naruto, Hinata, Kashinkoji, les dimensions parallèles, comment faire revenir un Naruto, les groupes qui vont se créer par la suite. Il y a beaucoup de théories dans cette vidéo-là, mais en tout cas, voilà, c'est une dinguerie, c'est incroyable, j'ai kiffé. C'est du grand Boruto, c'est ce qu'on attend de cette œuvre-là, et là, on vient de se rendre compte que bah ouais, c'est un banger. Donc merci énormément, vous êtes des boss. Je parle même pas de la page cover, elle est insane, le découpage des planches est parfait. Vraiment, j'en parle très rarement dans les critiques de manga. Je parle pas de découpage. Le découpage de Ikemoto, c'est une dinguerie. Un jour, si vous voulez, on fera une vidéo qui parlera de ça. Le découpage dans un manga est très important. Akira Toriyama de Dragon Ball, c'est le chef et le boss du découpage. C'est un réel artiste.
Et bah franchement, Ikemoto, je vais pas dire qu'il est pas loin, faut pas abuser, mais Ikemoto fait du très bon découpage et ses planches sont parfaites. C'est incroyable à lire, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir la suite, il y a plein de théories. C'était, je vous le dis pour la première fois, c'était la première vidéo concernant le chapitre de ce mois-ci. Il y en aura d'autres bien sûr, il y a trop de choses à dire. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et... Waouh, j'ai cru que j'étais un forain, dinguerie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et... de tes bossos.